Je voudrais revenir sur ce que disait Fabienne il y a un instant quand elle évoquait son parcours, ses origines, son cheminement d'autodidacte. Tu disais même j'étais femme de ménage. Dans le catalogage rapide des identités d'artistes, elle court un risque. Pourquoi ? Parce qu'une écriture qui aborde les questions sociétales, parfois avec une dimension sociologique. Tout à fait. Une autrice qui s'intéresse à la question du travail et au laissé-pour-compte de la société. Quelqu'un qui avoue être une autodidacte de la littérature. Alors on peut penser que, au fond, elle a vocation à rendre compte, on va dire, des réalités du peuple et d'être, au fond, elle-même dans une écriture populaire. Et donc on peut imaginer que si le signifié est en état d'ouverture, la forme peut être en état, disons, de non-exigence artistique. Ben justement, c'est tout le contraire. Et c'est tout le contraire. Voilà, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que Fabienne, elle a cet art extraordinaire de tenir deux choses qui créent sans doute une tension permanente dans sa vie d'autrice. On n'en a jamais parlé. Donc, mais à la fois cette ouverture au plus grand nombre, cette accessibilité du texte à tous et à toutes, et en même temps un niveau d'exigence artistique et formelle tout à fait impeccable. Et je termine simplement en vous disant que ces petites proses, puisqu'on a 64 petites proses, on va en lire, elles sont impeccables. L'écriture est chirurgicale, il n'y a pas un mot de trop. C'est une écriture d'une très grande exigence. Elle va jusqu'à fermer la porte au nez de la métaphore. Tout à fait. Pour rendre compte du travail des femmes, elle utilise des moyens rhétoriques qui ne sont pas des moyens flamboyants, pharaoniques, des moyens, je ne dirais pas pauvres, mais des moyens modestes, alors que sa palette est infiniment plus large. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, je tiens à le dire en tant qu'éditeur, parce que je trouve qu'il y a là quelque chose qui est juste. Et là, un peu à la manière de Francis Ponge qui prenait le parti des choses, compte tenu des mots, et qui trouvait une rhétorique par objet, eh bien, elle a trouvé une rhétorique particulière pour parler de ces femmes aux vies modestes, et à l'intérieur de chacun de ces portraits, presque une écriture pour chacune d'elles. Donc il y a quelque chose qui est à la fois une ouverture au plus grand nombre, c'est ça, sans que jamais elle ne vienne rogner les ailes de ses exigences artistiques. C'est rare. Oui, tout à fait. Elle ne se paye pas de mots et il n'y a pas de posture d'écrivain en plus. Alors ça me fait très très plaisir parce que il y a quelque chose contre lequel je lutte beaucoup. On parle souvent de culture populaire, de culture qui se mettrait au niveau où parfois ça m'est arrivé, moi j'écris pour le théâtre, où il y a des programmateurs, des directeurs qui disent c'est pas pour mon public. Et ça me met dans une colère terrible parce que moi quand j'étais gamine, j'avais pas accès. Mais il n'empêche, dans ma bibliothèque, il y avait de temps en temps un livre de poésie que j'ai lu. Henri Miller à 13 ans, j'ai lu des Violette le Duc que j'ai découvert très jeune, pas pour des bonnes raisons, parce qu'il y avait une photo un peu érotique sur le... Et j'ai été capable de les lire. Que j'ai découvert Bergman au cinéma toute seule à 14 ans. Ce que je veux dire, je ne laisse personne décider de ce que moi j'ai besoin, donc les autres. Il n'y a personne qui peut dire, toi, non, c'est pas fait pour toi. Je trouve ça, mais terrifiant, terrible. Personne ne sait. Donc, quand j'écris, j'ai envie d'écrire pour un large public, pour des tas de personnes, mais j'ai pas envie de dire je vais me mettre à ton niveau. C'est-à-dire je vais me mettre en dessous. Et c'est pour ça que ça me fait extrêmement plaisir. Parce que, non, au contraire. Au contraire, je vais être dans une exigence parce que tout le monde a droit aux mêmes choses. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que votre démarche, elle est politiquement incorrecte et donc elle est d'autant plus forte. Et elle est poétiquement non formatée.
mais avec cette exigence de qualité. Je suis tout à fait d'accord. Je le disais ce matin, et Bruno l'a redit à sa manière très justement. On va vous entendre donc maintenant, si vous voulez bien. Alors peut-être vous me permettez d'ajouter une petite chose. Quand on écrit 62, non pas 64, mais 62 petites proses comme ça, que chacune d'elles est consacrée à une tâche journalière de la vie des femmes ou à un métier pratiqué par les femmes, il y a un autre risque. Un risque qui est celui de la construction d'un livre. C'est une espèce d'inventaire. Et vous savez bien que les listes, les inventaires, ça peut se développer à l'infini, mais au bout d'un moment, ça peut devenir inintéressant. Et donc là, il y a quelque chose qui n'était pas simple. Et lorsque j'ai lu ce manuscrit, j'ai été saisi. Et je l'ai confié à ma compagne, la romancière Muriel Zack. Elle aussi a un nom qui sonne avec des origines polonaises. Et Muriel en a lu 10 et elle m'a dit « Waouh, c'est impeccable. C'est magnifique, c'est impeccable. Est-ce que ça va tenir sur 60 pages ? Pas sûr. » Elle est partie dans son bureau, elle est revenue 1 heure après, elle m'a dit « J'aurais adoré écrire ce livre, mais je n'en aurais pas été capable, je crois. » Voilà. Et ça tient. Et ça tient. Et on ne le lâche pas. Donc ça, c'est vraiment aussi oui, tout à fait. Le signe que la langue est travaillée, bien sûr. Qu'il y a des relances, qu'il y a des chemins possibles. Et quand on fait des lectures, on le voit, on peut faire des séquences, des parcours de lecture très différents. D'ailleurs, tu m'as dit pour l'anthologie, vas-y, un peu politique. On a choisi des textes qui ont une résonance. Il y a une ligne sur ces textes, on est allé chercher à droite, à gauche. On peut en trouver d'autres. Le livre surprend d'autant plus que, justement, par l'agencement des textes qui sont là, j'aimerais d'ailleurs que vous nous définissiez la façon dont vous avez agencé les textes. Ce qui m'a beaucoup intéressé, justement, c'est qu'il n'y a aucune monotonie, c'est-à-dire qu'on ne s'installe pas dans une routine. Alors, et justement, c'est ça qui est bien, c'est que toutes ces femmes ne se vivent pas nécessairement comme des victimes, elles sont silencieuses jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, elles ne sont pas toujours silencieuses, elles sont capables de révolte, de rébellion. D'ailleurs, il y a quelques tableaux qui sont très signifiants là, à ce sujet, et significatifs. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Et ils apparaissent ici et là, ils reviennent à la fin, il y en a un qui est bien aussi, qui est bien fort, mais c'est pas seulement à la fin, c'est pas seulement... Donc il y a au milieu, ici et là, il y a quelques personnes, femmes, qui savent dire non, ça va, ça va, ça va pas aller comme ça, ça suffit. Et ça, c'est important. Donc je ne sais pas exactement. Et c'est très bien que vous ayez eu cette attention de justement dans la composition, dans la succession des textes. Elle est très intelligente, la succession des textes, de mon point de vue aussi. Alors comment ça s'est fait, cette succession sont des petits tableaux, des clichés. Moi, je fais beaucoup de photos. J'en ai accumulé beaucoup plus que ça, beaucoup plus. Ensuite, j'ai enlevé ce qui me semblait trop anecdotique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir un petit caractère plus collectif. Et après, sur la disposition, c'était une question de rythme. C'est du travail quand on écrit. Il y a un rythme. Et puis des fois, de me dire, ah non, celui-là, il se répète. Ou dans celui-là, il y a tel mot. Je ne peux pas en mettre un autre, mais le mot est déjà dans l'autre texte, donc je vais le mettre ailleurs. C'est beaucoup de lecture à voix haute. Et puis quelque chose de visuel, ou de dire là... C'est très visuel. Oui. Ou là, de dire, c'est des femmes qui se taisent. Ce serait bien de mettre un peu une femme un peu plus volontaire, ou pour pas que ça fasse gna gna gna. Voilà, c'est un travail. C'est réussi, je peux vous le dire. Et puis, il y a le regard de Bruno. C'est-à-dire que Bruno, il m'a fait des conseils. Il m'a dit à souligner certains... C'est là le rôle de l'éditeur. Complètement. Bien sûr, bien sûr. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. C'est-à-dire que je ne fais pas lire mes textes à beaucoup de monde. Et quand je fais lire à un éditeur, j'écoute ce qu'il me dit. Je fais avec, je peux faire un petit peu contre, mais pas trop. Et même sur la couverture, tu te souviens, tu m'avais dit, ça serait bien que ce soit rose. J'ai fait, aïe, aïe, aïe. Moi, je voulais rouge. J'avoue que je ne me suis pas posé la question. Oui. Et alors, je voulais rouge, moi, parce que ça faisait... Mais je crois qu'on est nombreux à vouloir rouge. Et il m'a dit, il m'a envoyé, je ne sais pas combien de... On a dû faire 25 couvertures. Oui, voilà, 25 couvertures. Je les ai regardées. C'est du boulot. C'est un sacré vrai que boulot. les éditions Doucet jouent beaucoup sur les couleurs, c'est sûr, ça c'est important. Donc effectivement. Et tout d'un coup, il y en a une qui fonctionnait bien. Et moi aussi, je voulais rouge le livre au départ, mais il se trouve que j'ai déjà pas mal de titres rouges. À la Mohamed, il y en a plein d'autres. C'est peut-être un peu trop Claude Bert, etc. Et donc, je ne voulais pas que... Je voulais que ce livre trouve sa place ne ressemblant à aucun autre.
Voilà. Et donc, le rose, évidemment, pouvait paraître totalement convenu. Et je me suis dit, il faut y aller parce qu'on va démonter un cliché de cette façon-là. Oui, d'ailleurs, Donc, l'écrivain Jean Blot, qui est mort il y a peu de temps, qui fut un grand acteur du Pen international, qui a défendu les justes causes, les gens en prison, etc. Je lui rends hommage en citant son nom ici, sur ce podium. Il avait écrit un livre admirable qui s'appelle Roses d'Amérique. Et ces roses d'Amérique sont des hommes et des femmes engagés. Hein, parce qu'être rose en Amérique, c'était une manière d'être beaucoup plus que rose. Hein, et ça a très bien fonctionné. Donc c'était juste, oui. Oui, puis il y a une diversité de roses en plus, ce que j'ai découvert quand tu m'as envoyé, enfin je m'en doutais bien, mais et puis quand je regarde le livre, pour moi tout est évident. Voilà, c'est ce qui s'appelle vraiment un travail, travailler avec son éditeur. Voilà, alors j'aimerais qu'on vous puisse vous entendre, Fabienne, dire les textes que vous avez envie de nous dire. En fait, moi, j'aimerais que tous puissent être lus, mais c'est impossible dans le format de. Donc, vous choisissez ceux qui vous viennent. Et puis peut-être que Bruno, qui a une belle voix aussi, parce que Bruno n'est pas qu'éditeur, c'est un poète, éditeur de poètes. Donc, les éditions Segers, c'était aussi un poète, éditeur de poètes, et Bruno Doucet est un poète, éditeur de poètes. Et donc, ça serait normal et justifié qu'il lise aussi quelques-uns de vos textes. Voilà. Donc, on vous écoute. Avec grand plaisir. Vas-y, si tu veux. Ouais. Ok. Aide à la personne, soins, accueil, éducation, prise en charge du corps de l'autre, des besoins de l'autre, entretien des bureaux, des maisons, des écoles, des femmes au travail. Ces textes ont été écrits comme des instantanées photos, ici et maintenant. J'ai cadré serré pour mieux suggérer le hors-champ qui invite à se questionner. Pourquoi ces métiers sont-ils exercés essentiellement par des femmes? De quels milieux sociaux sont-elles issues? Pourquoi ces métiers qui rendent service à chacun d'entre nous ne sont-ils pas mieux rémunérés, mieux considérés? Où se situe la zone de refus? Pénibilité de certaines situations, beauté du geste à d'autres moments, abnégation, révolte, soumission, honte, plaisir, savoir-faire. Quelques digressions avec cette menuisière, seule femme à l'atelier. Sa place dans cette série me semblait utile, nécessaire, une ouverture. Quelques fragments de vie pour donner à voir sans mépris, sans jugement, rendre visible et se mettre au service de ces femmes. Vous me ferez signe quand ce sera le moment. Elles sont au service. Elle emporte l'eau bleue à 1,10 € le litre jusqu'au bout du tapis, qui n'est pas un chemin de sable. Quelque chose circule jusqu'à la carte de crédit, puis jusqu'au sac en plastique qui deviendra poubelle. Le bonjour est donné à celui qui achète, mais déjà le regard s'arrime à l'autre client, malgré la carte de fidélité. D'une voix ferme, elle arrête celui qui tournoie plus qu'il n'avance dans les couloirs de l'hôpital. Visite officielle. Elle dit la fatigue, les horaires décalés, le salaire minimaliste. Il l'enrobe de chiffres et de statistiques, agite la courbe du rendement. Elle ne baisse pas la garde malgré la rosette épinglée sur le costume 2 pièces. Mais déjà, il virevolte vers d'autres visages que cadre la caméra avec toujours lui au centre. Elles sont au service. L'enfant s'accroche à elle de ses doigts mollusques. Elle le retient sans perdre de vue les autres petits qui jouent dans la salle aux larges baies vitrées. Maman va revenir. Mais tout à l'heure est une éternité pour l'enfant qui ravale ses pleurs. De sa main, elle l'attire contre son ventre sans penser à la morve qui va salir le t-shirt. Elle est un rocher fidèle dans le ressac des départs. Je en lis un si vous voulez. On va faire peut-être, ça sera très arc-en-ciel comme ça. À bout de bras, elle porte le tas de linge après le grand tri jusqu'à la gueule des machines.
L'incontinence du monde ne la gêne pas. Quand elle quitte la blouse et le masque de protection, sa tenue de travail compose avec une couleur dite vert d'eau. Puis il lui faut défroisser les draps qui claquent dans l'air avant le grand repli jusqu'aux armoires. Elle aime son métier de lingère, dont le nom convoque la littérature classique. Sa jupe est une timide corolle qu'elle lisse de la paume des mains. 15 ans à peine. Les jambes raides d'attendre debout. Depuis combien de temps déjà? On aurait pu lui proposer une chaise tout de même. Premier jour de stage et l'envie de s'oublier avec une cigarette dans le patio de la résidence. Mais voilà que sa référente se tient devant elle, l'air embêté. Mais où je vais la poser, celle-là? Elles sont au service. À moitié nues sous l'éclairage jaune du boulevard périphérique, elles s'offrent au regard des automobilistes. Ne parle pas français, mais dit tout de même « mon chéri » et aussi « pas sans la capote ». Elle range le billet de 50 dans une poche invisible de son body, puis entraîne le client à l'arrière d'un bosquet. Ouvre la bouche, c'est là que l'affaire se conclut. Elle lui donne du chéri alors qu'il la paie moins cher que le garagiste. Elle est au service. L'enfant lui dicte à l'oreille une phrase qu'elle retranscrit scrupuleusement. « Je m'appelle Dragon endormi ». Elle allège le quotidien des élèves porteurs d'un trouble, auxiliaire de vie scolaire ou encore AVS qui sonne comme une maladie. La rigidité du vocabulaire professionnel. Pour les enfants, elle est ce prénom qui chante dès qu'on le prononce, Miranda, celle qui regarde attentivement. La paume appuie sur le bec verseur et libère du gel hydroalcoolique antibactérien. Sensation de froid sur les mains, geste mécanique à chaque entrée et sortie de chambre. Fongicide, bactéricide, antiseptique. Le mode d'emploi prévient ne pas utiliser sur des mains souillées. Depuis quelques jours, sa peau n'en veut plus, sature et s'enflamme. Un calvaire à chaque friction. Eczéma de contact, c'est le diagnostic. Surnommée la lionne pour sa belle crinière, même si seul le mâle peut se vanter d'en posséder une. Son pas énergique résonne dans la maison de quartier située en zone sensible, ça ne s'invente pas. Public empêché qu'il faut réconcilier avec l'horizon budgétaire des partenaires sociaux. Travail remarquable, lui dit-on, malgré les 20% de subventions en moins. Puisque rugir ne sert à rien, il lui vient l'idée qu'elle pourrait mordre. Elle est au service comme elles sont au service. Elle s'assoit sur le lit des patients comme elle s'assoit sur le protocole. Elle ne vient pas soigner des chiffres, mais des personnes. Une robe de couleur vive sous la blouse blanche, un badge avec le nom écrit petit dessus, ça brille. Son corps va à la rencontre de l'autre corps qui est vieux avant d'être malade. Ses doigts touchent la peau aux veines saillantes, rétrécies jusqu'à l'os. Une main ne peut pas toujours avancer gantée. Autour de M. Ahmed, assis dans un fauteuil roulant, elles font gentiment cercle. Pas vraiment surprise quand il a levé le poing. Son surnom dans la résidence est connu de tous, le communiste. Sur la photo publiée dans le journal local, il y aura ce vieux monsieur au poing levé avec, autour de lui, un groupe de femmes qui se marrent, ce qui n'arrive pas si souvent en tel lieu. Une tasse de thé entre leurs mains comme une lampe magique. Dans le local technique, elles se tiennent loin de celui dont l'objectif est un chiffre sans valeur ajoutée. Le nez très près de la tasse, pour échapper à l'odeur de poisson gelé. Elles se répartissent les gilets achetés en gros, taille M pour tout le monde, rupture de stock. Jaune fluo, c'est moche comme couleur, dit la plus jeune. Pas trop fort, car se réunir dans le local est totalement interdit.
Pas une affiche ou photo personnelle sur les murs du box qui lui sert de bureau. Ses yeux, absorbés par l'écran, relisent le CV, qui est un parcours de vie avec du saut à la ligne. Puis, constatant la date de naissance, elle laisse échapper un commentaire, plus vraiment sexy sur le marché de l'emploi. Toutes les batailles menées, tous les livres lus, sont un panier vide en cet instant. D'une voix portée par un souffle profond, elle exige du chef de chantier qu'il retire les photos accrochées sur les murs de l'atelier. Femme dénudée et entr'ouverte qui offre au regard ce qui se cache d'habitude, avec ou sans épilation. Menuisière débutante qui s'impose à toute une équipe d'hommes. Il a rougi avant de répondre « OK », comme si elle désignait une salissure sur son pantalon. Le port de la jupe est interdit. Accroché au ceinturon, un talkie-walkie avec son bouton rouge bien visible à presser en cas de danger. Elle est une femme qui surveille des hommes enfermés. Les Rangers durcissent son pas, mais sur ses lèvres, un soupçon de rouge, pas plus. Son chef ronchonne. Trop de meufs dans le métier. Elle hausse les épaules, mais pense doigt d'honneur en tirant sur l'élastique de sa queue de cheval. Elle nettoie la peau des cuisses, puis déplie un mouchoir en papier pour cacher le sexe qu'il a bien fallu exhiber. La cire est une pâte chaude étalée avec la spatule, puis recouverte d'une bande de tissu qu'elle arrache d'un coup sec. Sa main experte se pose sur la peau échauffée de la cliente, qui s'inquiète de savoir s'il y aura des rougeurs. Une crème apaisante, comme début de réponse, puis la main s'active à nouveau. Pas plus de 15 minutes par personne. Si jeune, et pourtant c'est un enfant qu'elle aide à mettre au monde. On aurait préféré une matrone, une de celles sans âge qui vous rassure, mère universelle. Celle-ci, on l'imagine danser le samedi soir dans une robe légère, un verre d'alcool à la main. Elle sait pourtant trouver les mots qui réconfortent pendant le long travail qui donne la vie. Un sourire frais jusqu'à vous, visage étiré par la fatigue, quand l'enfant pousse son premier cri. Sous la rangée de néons, elle essuie les tables, formica blanc. Rince l'éponge dans le seau jaune où gonflent les miettes de pain collées entre elles. Rose son tablier et sur la poche un badge épinglé avec son prénom d'origine africaine. Le regard suit le cheminement humide de l'éponge sur la table et toutes les salissures du repas finissent dans un seau. Bleu celui-là. Dans la poche du tablier, le téléphone sonne. Elle a oublié de l'éteindre. Une valse de Strauss. Elle est au service comme elles sont au service. Aux voyageurs toujours pressés de l'immense gare RER, elle vend des boissons chaudes et offre son sourire, même à ceux qui jamais ne déplient leurs lèvres. Elle, de bonne humeur malgré l'arrachement matinal du lit. Son œil habitué repère les souris qui se confondent avec le sol en ciment ciré. Assistante précieuse de l'équipe de nettoyage, mais qui le sait? Aucun dégoût pour ses petites collègues souterraines. Et je finis? Oui. Alors je finis toujours par le même, c'est une tradition. Allons-y. Allons-y, il y a du bon dans les traditions. Hôtesse d'accueil? Mon cul, oui. Caissière, elle est caissière. Mais aujourd'hui, pas de produits enregistrés, pas de carte de fidélité demandée, pas de merci, au revoir, vous voulez votre bon de réduction? Elle se tient dehors, devant le patron, qui n'en revient pas car d'habitude c'est lui qui écrase les prix. Les gars du syndicat ont apporté des drapeaux et un mégaphone pour les soutenir. On dirait un jour de fête. Merci. On n'a pas Merci à fini, vous. mais merci à Fabienne, merci à Bruno. Je sais que Bruno, peut-être doit nous quitter un petit peu avant la fin parce qu'il a une intervention. Bon, on a encore un peu de temps, il est seulement. Oui, on a encore le temps. Donc voilà. Ce qui serait peut-être maintenant intéressant pour notre public qui reste à l'écoute, vigilant, ce qui me fait plaisir pour vous parce que
c'est mérité. Une écriture comme celle-ci, avec cette intention et puis ce regard porté sur les autres, c'est quelque chose qui laisse absolument pas indifférent. Et vous êtes une personne qui ne laisse, de fait, par votre trajectoire humaine, qui ne laisse absolument pas indifférent. Et donc, vous avez actuellement d'autres engagements, j'imagine d'autres écritures au pluriel en cours. De quel type, de quel ordre sont-elles? Oh là là. J'ai une lecture qui s'appelle « Mon bordel ne dure que 45 minutes » parce que j'écris vraiment dans le bordel. J'ouvre des cahiers, je laisse des traces sur les réseaux sociaux, je couds dans des cahiers, j'ai des obsessions. Et de temps en temps, il faut quand même finir le job. C'est pour ça que c'est bien quand il y a un éditeur qui quand même vous dit « là, il faut finir ». Donc actuellement, je suis en train... Une commande assez incroyable. Je suis en train d'écrire 2 courtes pièces de théâtre pour le Vendée Globe. Voilà. C'est une commande du metteur en scène Laurent Breton. J'adore ça. C'est plein de contraintes. Et il y a tellement de contraintes que j'essaye quand même à l'intérieur de glisser ce qui est important pour moi. Donc c'est assez intéressant. J'ai un autre texte en cours qui s'appelle « Jusqu'où cette ville ?», qui parle de la ville, et notamment plutôt de la ville de Lyon. Voilà, c'est pareil, c'est des choses que je photographie, que je regarde. La ville est un territoire intéressant parce que les villes ne montent pas. En ville, c'est toujours un peu violent, on y voit toutes sortes de populations. On ne peut pas se mettre à l'abri dans une ville. Je vis très partagée entre la ville de Lyon et puis d'autres territoires plus isolés et cachés. J'écris une pièce de théâtre aussi qui s'appelle « Refaite », qui parle du vieillissement des femmes, de peut-être l'injonction qui nous est faite parfois, et aux hommes aussi d'ailleurs maintenant, de garder la permanence de la jeunesse sur nos visages, et je trouve ça assez insupportable. Voilà. Et donc l'histoire, c'est une comédienne à qui on demande, un metteur en scène demande pratiquement 35 ans après de rejouer Roméo et Juliette. Elle est convaincue qu'elle va jouer Dame Capulet, la mère, et puis non, on lui dit « tu vas jouer Juliette ». Donc elle est ravie. Et puis dans sa loge, elle s'interroge. Elle se dit « mais pourquoi on me demande de jouer Juliette ?» Donc elle se pose la question du vieillissement, de « je vais y aller, je vais pas y aller, je vais me faire tirer la peau ou pas ». C'est pour ça que ça s'appelle « Refaite ». Voilà. Il y a un roman qui est en cours, il y a plein de choses comme ça. Et certaines choses finissent à la poubelle ou dans les archives. Et puis d'autres, à un moment, me saisissent. Et là, je me mets au travail. Vraiment, fortement. Parce que écrire, c'est du boulot. Voilà. Oui. C'est très rare, les auteurs, les poètes qui arrivent à écrire spontanément, comme ça, très vite, ça arrive. Mais je pense que le travail se fait à l'intérieur d'eux, avant. Peut-être pas. Parce qu'écrire, c'est pas toujours être assis devant une feuille et un écran. Écrire, c'est permanent, c'est tout le temps, c'est l'obsession. Voilà. En tous les cas, vous êtes extrêmement réceptive aux autres. C'est très important et vous le faites de belle manière, sous des formes d'expression diverses, singulières. C'est important et je pense que ça mérite d'être souligné. Je vois que vous intervenez aussi au Centre de la création pour l'enfance de Tinqueux à Reims, dont j'ai plus qu'entendu parler. Donc vous pouvez nous en parler un petit peu parce que vous travaillez aussi vers et pour les enfants avec aussi peut-être, oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots. C'est Mathéa Bizniac-Petit qui est directrice du centre, qui m'a fait confiance il y a 10 ans. Elle m'a dit, on va faire une résidence, mais je ne vais pas te dire ce qu'il faut faire, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et nous est venu assez vite, dans la lignée d'une revue qui s'appelait Dans la Lune de Valérie Rousseau, de se dire, on va créer une revue dans laquelle on va publier des poètes contemporains. Voilà. Donc, des poètes à qui on demande tout simplement, il y a une petite règle de jeu, de longueur, et on leur dit c'est pour les enfants. Mais surtout, on ne veut pas que tu changes quelque chose, simplement dis-toi que c'est quand même pour des enfants qu'on va lire ce texte. Et donc, on a créé la revue Va, qui doit être à son 9e numéro. Il est couleur bleu, presque bleu marine cette année. Et on publie Yvan Lemaine, que tu publies. Je lui ai demandé un texte. Ahmed El Amraoui, avec une traduction en arabe. André Robert, qui a écrit en créole. Edith Azam. Voilà. Et on sait très bien que ce n'est pas les enfants qui viennent acheter la revue. Ça, on le sait. On sait que c'est les animateurs, les parents, les éducateurs, les professeurs.
mais ça leur donne un outil aussi. Tout à fait. Et donc, on s'est dit que pour les enseignants, parfois, ils ne connaissent pas bien la poésie contemporaine, ils sont un peu effrayés, ils ne savent pas de quoi c'est fait. Ben là, ils ont le choix. Il y a 9 numéros, et ces 9 numéros, mon plus grand plaisir, c'est d'entendre, j'en ai croisé ici, des personnes qui m'ont dit « Moi, je les utilise dans ma classe, je les utilise avec... Parce que nous, on se disait que les enfants... Bien sûr, Maurice Carême, c'est chouette, hein, il y a des trucs chouettes, moi j'aime bien, mais c'est pas que ça, la poésie. Et donc, même des fois, on peut mettre la revue à disposition, les enfants vont chercher les poèmes, et parfois, je suis étonnée de leur choix, quoi. J'ai dit oui, par exemple, Liliane Giraudon nous a envoyé des textes. Liliane, c'est quand même pas évident. Comme... Puis les gamins, il y en a, ils vont chercher ça, parce que les gamins, ils sont comme nous, ils ont leur propre goût, leur propre compréhension, et parfois même, un texte un peu confus, un peu difficile, ça les excite, ça les... Donc voilà, c'est un outil qu'on a créé d'une petite revue qui n'est pas très chère, et chaque année, ben voilà, on sollicite chaque année des auteurs différents. C'est magnifique ce que vous faites, vous et Matéja, vous êtes vraiment au service. Vous êtes aussi à votre manière au service. Oui, et oui. Moi, je tiens à le dire, je ne sais pas si je pourrais écrire un texte sur vous aussi bien que les textes que vous avez écrits sur d'autres qui sont au service, mais bravo, hein. Il faut continuer. On a besoin de femmes comme vous. C'est vraiment nécessaire et fondamental, je dirais. Bah, merci. Oui, c'est vraiment formidable, vraiment. Puis, vous êtes une personne, on sent, riche d'énergie positive. Non, c'est très important. Et je pense que je crois je vois dans le regard de Bruno le plaisir qu'il a à avoir cette complicité avec vous, et il portera certainement avec vous d'autres projets, j'imagine. On en discute. Oui, mais c'est bien. Mais ça n'empêche pas des fois d'être en colère, ça n'empêche pas d'être ouf, et puis des fois de dire non. Hein. Mais il y a quelque chose à laquelle on a le droit et on a besoin, je crois qu'on a besoin de joie. Alors je sais, c'est pas un mot à la mode, c'est pas un mot, mais quand même, un peu de joie, un peu de merveilleux. Et je crois que les enfants, actuellement, on en a énormément besoin de ça, parce que la période est un peu difficile à penser, à vivre même. Et voilà, c'est une traversée de la vie, ça dure pas longtemps. Oui, on a le droit à la joie, même à des joies qui sont parfois un peu tristes, où la joie, ça donne de l'énergie aussi pour être fort et pour dire non à certaines choses qui viennent nous contraindre, nous obliger, nous empêcher de vivre. Absolument, Fabienne. Quand vous étiez donc une enfant comme ceux maintenant et celles dont vous nous parlez, vous nous avez fait part tout à l'heure, brièvement certes, mais au début de notre rencontre, de la façon dont vous avez par vous-même, issu d'un milieu ouvrier très modeste, etc., pioché ici et là, découvert des choses. Zola était important, Germinal, etc. Vous avez peut-être rencontré ponctuellement ou momentanément des personnes qui ont été peut-être importantes, ou vous avez dû par vous-même beaucoup faire aussi, j'imagine, mais vous auriez aimé certainement aussi rencontrer plus de personnes égales à ce que vous êtes aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Ça a été difficile parce que jusqu'à l'adolescence, j'étais plutôt seule. J'ai dû me battre parce que chez moi, à Amnéville, devenir Miss Mirabel, c'était une grande ambition. Hein, pourquoi pas devenir Miss Mirabel. En plus, je n'avais pas du tout le physique pour devenir Miss Mirabel. Non, c'est vraiment les livres. Et il y a une personne que j'ai essayé de retrouver. Je me souviens d'elle, c'était la meilleure de la classe. C'était la 9e d'une famille de 9. Ils étaient tous enseignants et tout. Et c'est elle qui m'a mis des livres entre les mains. C'est elle qui m'a fait lire Kerouac et tout ça. Et c'était la meilleure de la classe. Elle était très insolente parce qu'elle avait 10, 20 partout. Elle était toute petite. Moi, j'étais une grande chose. On nous appelait Laurel et Hardy. Et elle n'était pas très douce avec moi, mais je sentais que je l'intéressais. Oui, oui. Et elle m'a donné une force incroyable. Elle m'a donné cette force de dire non, je ne serai pas Miss Mirabel ratée. Non, je ne vais pas finir ma vie dans les bars, même si j'ai traîné quand même beaucoup dans les bars. On y apprend des choses aussi. Et je trouverai la force de quitter cette ville. Et puis un autre endroit, c'était un peu plus tard, c'est le journal Libération à l'époque. Oui. Je ne pouvais pas l'acheter, je le volais. Je me souviens, je le volais. À l'époque où Gérard Medal était un pilier de Libération. Mais Libération, ce journal, ça a été... D'ailleurs, j'en ai beaucoup voulu après d'être ce qu'il est devenu, mais bon, c'est comme ça, l'histoire des choses. Tous les lecteurs de Libération ont des regrets, oui. Mais Libération, avec son courrier des lecteurs, c'était des ouvertures. C'était des mondes que je ne côtoyais pas. Donc c'est vraiment l'écriture, les livres, les journaux qui m'ont permis...
Et je leur dois tout et je leur dois beaucoup. Et c'est pour ça que j'aime bien les transmettre. Merci, c'est très important ce que vous venez de dire. Et puis cette rencontre, c'est bien d'avoir rendu finalement hommage à cette jeune amie dans votre classe. C'est chouette, ça, c'est bien. Bruno, tu veux... Oui, moi, je vais devoir vous quitter parce que Bien à sûr. midi, j'anime une rencontre un peu loin d'ici. Mais avant de partir, je voudrais dire deux toutes petites choses. La première, c'est que Fabienne a employé tout à l'heure 2 fois le mot obsession en 3 phrases. Alors, sans doute en Athènes, nous en avons tous, mais ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas, son écriture, ses livres ne sont pas centrés sur elle. Et ce que je trouve formidable dans son travail, non pas seulement pour Elles sont au service, mais pour l'ensemble de son œuvre, je n'ai pas tout lu, mais j'ai quand même lu plusieurs livres, c'est qu'en fait, chaque livre travaille une thématique. Chaque livre travaille un sujet. Chaque livre creuse une interrogation. Et je sens bien qu'elle ne lâche les choses que lorsqu'elle est arrivée au fond rocheux des choses. Lorsqu'elle arrive à l'os, voilà. Mais elle va jusque-là. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce travail avec elle. Ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure, le niveau d'exigence artistique, littéraire. Voilà, ça c'est la première chose. Bien sûr qu'un écrivain, on peut devenir un grand écrivain en réécrivant constamment le même livre. Vous êtes déjà en train de vous dire, ah oui, qui est-ce que je connais comme ça? Il y en a, façon Patrick Modiano. Il y avait Mais des très bons, il y en a pas beaucoup. Il y avait Gaston Miron qui a écrit qu'un seul livre, il les Voilà. réécrivait sans arrêt. Mais voilà. Mais quand même, des très bons, il n'y en a pas beaucoup. Et prendre ce parti d'un sujet que l'on explore, que l'on creuse avec ce niveau d'exigence, ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Parce que ce qu'elle nous propose aussi, modestement, mais c'est un inventaire du monde. C'est un inventaire, voilà, c'est pas le monde entier, mais quand même. Et il y a, c'est la deuxième chose que je voulais dire, cet inventaire des tâches minuscules, mais tellement nécessaires de ces femmes au quotidien. Ça, Elles sont au service. Moi qui suis un éditeur qui aime bien sortir de sa zone de confort et j'aime quand un texte m'empêche de dormir. J'aime quand un texte me dérange et élargit mes horizons. Celui-ci, à la fois, les a élargis et en même temps, ces femmes, elles reviennent dans ma vie maintenant tous les jours. Parce que la personne qui est dans le TGV et qui ramasse les poubelles, la dame pipi à la gare, la standardiste, l'assistante maternelle et que sais-je encore, je les vois tous les jours et je ne les vois plus du tout de la même manière. Voilà. C'est Et ça qui est donc une ça, belle réussite. c'est vraiment justement. formidable. Merci Bruno, tu peux nous quitter. On va garder encore 1 minute Fabienne. Oui, vas-y. Et merci de ta belle présence. Et à plus tard, Bruno, à tout à l'heure. Et quant à Fabienne, je voudrais profiter de quelques instants qui nous restent pour que vous nous disiez quelques mots sur un livre très récent également, qui est paru un peu avant celui dont nous venons de parler, que vous avez lu, qui s'intitule 44 brèves de Saint-Nazaire. Vous pouvez nous dire un peu... Oui, alors j'ai eu la grande chance de passer 3 mois, d'être payée pour passer 3 mois à Saint-Nazaire. Et j'ai eu un coup de foudre pour cette ville. C'est une ville assez étonnante, qui est à la fois tournée par le côté balnéaire de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a des jolies plages sur lesquelles des rocades. Et puis il y a les chantiers, le chantier naval, donc le côté ouvrier. Chantier naval où on fait des bateaux qui font moins rêver qu'à l'époque du France et du Normandie. C'est ces affreux paquebots là, qui viennent enlaidir des tas de villes comme Venise, par exemple. Mais bon, ça donne du travail. Et donc j'ai rencontré des gens qui travaillaient sur la thématique des horaires décalés. Ça m'intéressait d'aller voir les gens qui travaillent le week-end, qui travaillent la nuit. Voilà. Et chaque personne que j'ai rencontrée, je l'ai interviewée en lui disant « Je vais écrire une petite nouvelle. À partir de ce que vous me dites, je vais aller récupérer quelque chose pour parler du travail à nouveau. Mais de l'humain, parce Oui, qu'on bien travaille sûr. tous. Bien sûr, Des bien rentiers, sûr. on n'a pas beaucoup. Et même rentiers, je suis sûre que c'est du travail. Voilà. Et Oui. donc, j'en ai écrit, puis 44, voilà, Loire-Atlantique. Donc, je me suis dit, j'en ferai 44, pas une de plus.
Donc je les ai écrites et je les ai lues devant toutes les personnes. Ça, c'est beau, ça. C'est des petites nouvelles, Oui. de courtes nouvelles qui Oui. racontent l'histoire des gens. Et ces personnes étaient là, présentes. Oui, pas toutes, Oui, mais un mais certain plusieurs. nombre. Oui, puis j'ai Oui. fait des lectures dans, Oui. dans les chantiers, enfin dans des, Vous dans leur des donnez, bars. vous leur donnez leur voix, la voix, vous portez leur voix, leurs paroles. C'est intéressant, ça, comme Il démarche. faut dire que le vrai métier que je voulais exercer, Oui, moi je voulais être sage-femme. oui. Voilà. Comme au début, j'étais obligée de gagner ma croûte, hein, Oui, donc oui, j'ai oui. pas pu le faire. J'ai repris des études. Oui. À un moment donné, j'ai passé mon bac et tout ça. Et puis j'ai vu que sage-femme, c'était quand même un long parcours avant Ah oui, d'y arriver. oui, oui. Et surtout, ce qu'on m'a dit, moi je voulais être sage-femme à la clinique des Minguettes. Ah ben oui, je comprends. Voilà. Bien sûr, c'est sûr. Et les sages-femmes de la clinique, elles m'ont dit, tu sais, c'est peut-être pas à la clinique des Minguettes que tu vas commencer, parce que quand on rentre aux Minguettes, on n'en part plus. Et je me suis dit, tout ce travail pour travailler... Bon, et j'ai lâché. Voilà. Mais je crois que le travail de sage-femme était important pour moi. Oui, Voilà. oui, oui. Donc il y a peut-être ce Mais côté-là. là, vous le faites. C'est ce que vous avez fait avec ces 44 brèves, d'une certaine manière. Ça me vient à l'esprit, c'est évident. Et au vôtre aussi, c'est un travail d'accouchement aussi. Hein, Oui. Vous portez la. Oui. Et peut-être avec la grande chance, c'est que j'ai publié tardivement, pas parce qu'on ne me l'a pas proposé, je ne voulais pas. Hein. Moi, j'avais 45 ans. Là. Mais c'est riche de vos expériences, justement. Oui, et du coup, je n'attends rien de la littérature. C'est-à-dire que peut-être plus jeune, j'aurais projeté des choses. Mais c'est ça qui vous donne toute cette liberté, justement, immense. Oui, c'est le mot liberté absolument, dans l'écriture. absolument. J'ai la grande chance d'avoir ça. On le ressent vraiment quand on lit vos textes, quand on voit votre parcours. C'est extrêmement fort et convaincant. Hein. Il y a cette sincérité, ce naturel et en même temps cette exigence que rappelait Bruno Doucet tout à l'heure. C'est un travail aussi, l'écriture, mais on sent que vous êtes habité par quelque chose qui est le regard de générosité, de solidarité, de fraternité sur les délaissés, les gens qu'on n'entend pas, les silencieux, ceux qui comptent justement et qu'on ne sait plus regarder ni voir ni apprécier. C'est vraiment ça sur lequel je voudrais insister et souligner, cette démarche. Donc ce livre-là, Elles sont au service chez Bruno Doucet, pour celles et ceux qui ont entendu, je pense, mérite votre attention. Vous y découvrirez bien d'autres portraits, on n'en a lu que quelques-uns bien sûr, mais c'était un plaisir de vous présenter, Fabienne, et je crois qu'on aura d'autres occasions de se retrouver. Et merci au public merci à vous. Et à toutes et à vous. Merci, aussi. bravo. Et merci à notre cher Étienne qui est toujours là présent et qui assure la technique à la perfection. Merci.